Yannick, il faut enlever un des noms. C'est bon? Oui, ok. Bien. Eh bien, bienvenue donc à notre 5e séance du séminaire de l'Observatoire du SIDA et des sexualités. On est ravis de le refaire pour la première fois en présentiel. Et donc la thématique de cette séance est la démocratie sanitaire et l'état de droit. Donc nous avons le plaisir de recevoir Nicolas Thirion, à ma droite, qui est professeur ordinaire à la faculté de droit, des sciences politiques et de criminologie de l'Université de Liège. Il travaille dans le domaine du droit économique et de la philosophie du droit, et qu'on a invité cette année pour nous parler de ce que cette pandémie de Covid-19 a fait à notre état de droit et à notre démocratie en Belgique. Et je signale son ouvrage « Le confinement par les nuls », publié en 2021 aux presses universitaires de Louvain. Il y a beaucoup d'autres références, bien évidemment, articles scientifiques. Si jamais on pourra vous en mettre dans la conversation si vous êtes intéressé. Voilà, donc Nicolas, environ 30 minutes de présentation. Et ensuite, nous sommes également ravis de recevoir Elisabeth Paul de l'École de santé publique ici à l'ULB, mais également à l'Université de Liège, si je ne dis pas de bêtises. Ah oui, ok. Et donc avec son regard aussi de santé publique, de connaissance des pratiques de la santé publique, et là en Belgique, mais également dans le monde. Il y a plusieurs publications d'Elisabeth qui ont trait aussi à ce que fait ou ce qu'a fait, ce que fait encore, pardon, l'épidémie du Covid-19, notamment dans les pays africains et dans d'autres contextes nationaux. Voilà. Bien, écoute, Nicolas, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Charlotte. Merci à toutes et à tous pour cette invitation qui me fait bien plaisir. Et me fait plaisir également le fait que pour la première fois, nous pouvons parler en présence de personnes physiques, de personnes de chair et d'os, ce qui est quand même beaucoup plus amusant que d'être systématiquement confronté à une seule caméra. Bien qu'ici, il y en ait une, mais il n'y a pas que des caméras, il y a aussi des êtres vivants. Dans le cadre de la crise sanitaire qui sévit depuis bientôt 2 ans, ce que j'appellerais dans la suite de mon exposé la démocratie libérale, ou, expression que je tiens pour synonyme, l'état de droit démocratique, a été à plusieurs reprises mise en cause pour sa prétendue inadaptation aux besoins de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Ainsi, en France, au moment où déferlait la deuxième vague, le généticien Axel Kahn affirmait que, je cite, « face à une pandémie, c'est un inconvénient d'être dans une démocratie. Et c'est encore plus un inconvénient d'être dans une démocratie contestataire. » Nos virologues et infectiologues locaux ne sont pas en reste, même s'ils ne sont pas nécessairement tous aussi francs du Covid. En 2020, Mme Erika Vlieg a par exemple cité, en guise de modèle de bonne gestion sanitaire, des pays comme la Chine, le Vietnam, la Thaïlande ou Cuba, qui tous sont gouvernés, comme vous le savez, par des régimes dictatoriaux ou à tout le moins autoritaires. En décembre 2021, les ministres fédéral et flamands de la Santé ont, à l'occasion d'une interview croisée accordée à l'hebdomadaire des mutualités chrétiennes flamandes, dénoncé ce qu'ils appellent le, je cite, fondamentalisme de la vie privée, accusé de faire obstacle à une gestion sanitaire efficace. Jetant ainsi par-dessus bord, en passant, une notion pluridisciplinaire, la privacy,
dont les progrès avaient jusqu'alors été systématiquement interprétés comme révélateurs d'un perfectionnement et d'une avancée de la démocratie libérale. Poussée au bout de sa logique, une telle approche autoriserait conclure, d'une part, une crise sanitaire qui est d'autant mieux jugulée que le régime politique dispose de moyens implacables pour imposer le respect des mesures prophylactiques, et d'autre part, qu'il y aurait tout lieu d'en féliciter un tel régime. Le débat ouvert par ces déclarations intempestives concerne donc le rapport et potentiellement l'incompatibilité entre un certain type de gestion d'une crise sanitaire et les principes fondamentaux qui structurent une démocratie pluraliste, respectueuse des droits fondamentaux. C'est ce débat que j'ai essayé de mettre en lumière dans le petit livre que Charlotte a mis en pièce d'évoquer et que je vais essayer de rappeler ou de synthétiser devant vous. Et pour ce faire, je diviserai mon exposé en deux parties. Dans un premier temps, je montrerai que la gestion de la crise sanitaire s'est traduite d'emblée, en Belgique comme ailleurs, par un état d'exception tout au long duquel l'exécutif a concentré entre ses mains un ensemble inédit de pouvoirs. Et dans un second temps, j'indiquerai combien cette concentration de pouvoir n'a jamais été réellement contrebalancée par un contrôle parlementaire et juridictionnel digne de ce nom. Dans de brèves conclusions, j'essaierai d'imaginer l'avenir de l'état de droit démocratique à la lumière des enseignements de la crise sanitaire, au risque de ne pouvoir vous cacher mes vives inquiétudes à ce sujet. Commençons donc par explorer cette concentration inédite de pouvoir entre les mains de l'exécutif, en particulier en Belgique. L'apparition d'un nouveau virus, jusqu'alors totalement inconnu, sa fulgurante propagation à travers le monde, les mesures drastiques adoptées par le pays qui constitua l'épicentre de la pandémie à ses débuts, en l'occurrence la sympathique et riante République populaire de Chine, et la panique généralisée qui saisit l'Europe occidentale fin février, début mars 2020, à commencer par l'Italie, qui recycla d'emblée les méthodes chinoises et favorisa ainsi la circulation presque aussi rapide que celle du virus lui-même d'un mode de gestion autoritaire de la crise sanitaire, ont installé d'emblée dans les esprits la nécessité d'action résolue, quoi qu'il en coûte, comme on dit. Après tout, nous étions en guerre, comme l'avait martialement proclamé le président de la République française dès le 16 mars 2020, et la mobilisation générale devait être décrétée. Si le gouvernement belge, en affaires courantes, celui qui reçut la confiance de la Chambre le 19 mars 2020, le gouvernement de Mme Nunes, ne recoururent pas avec autant de rodomontade à la métaphore guerrière, l'impression qui régnait en Belgique était identique. Il fallait faire frapper, vite et fort, très fort, le plus fort possible. Et alors que la France se dotait dès le 23 mars 2020 d'une loi d'urgence pour faire face à l'épidémie du Covid-19, et que son gouvernement était contraint de repasser par 3 fois devant le Parlement pour obtenir une prorogation de cet état d'urgence sanitaire, l'exécutif fédéral belge se crut, lui, autorisé à agir sans aucune consultation ni aucun vote de la Chambre des représentants. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi dite pandémie, au début du mois d'octobre 2021, le gouvernement fédéral se crut en effet autorisé à agir, notamment sur la base d'une loi de 2007 relative à la sécurité civile, dont l'article 187 autorise le ministre de l'Intérieur ou les bourgmestres à procéder à la réquisition de biens et de personnes, à obliger la population à s'éloigner des lieux ou régions particulièrement exposées, menacées ou sinistrées, à assigner un lieu de séjour provisoire aux personnes et à interdire tout déplacement ou mouvement de population, sous peine pour les citoyens qui ne tempéreraient pas de s'exposer à un emprisonnement de 8 jours à 3 mois ou à une amende de 26 à 500 €. C'est ainsi, comme vous le savez, qu'à la sortie de chaque Conseil national de sécurité et puis à la sortie de chaque comité de concertation, les décisions négociées au sein de ces instances étaient ensuite concrétisées par des arrêtés signés du seul ministre de l'Intérieur.
Or, ces arrêtés ministériels ont, à de nombreuses reprises, porté atteinte à certains principes fondamentaux de l'État de droit. Et d'abord les principes de légalité, en un mot, et d'interprétation stricte de la loi pénale. En vertu du premier principe, le principe de l'égalité, toute norme juridique n'est valide que si elle a été habilitée par une norme juridique supérieure, et que si elle ne méconnaît pas les normes situées à un échelon plus élevé de la pyramide juridique. Ainsi, un arrêté réglementaire, royal ou ministériel, n'est valable dans un État de droit comme la Belgique que s'il ne contrevient pas à la loi, à la Constitution, voire à un traité international auquel serait parti l'État en question. Ce n'est pas uniquement une question de logique juridique, c'est aussi dans une démocratie représentative une exigence essentielle. La loi étant votée par le Parlement, c'est-à-dire par des représentants élus par le peuple, et la Constitution exprimant les principes fondamentaux sur la base desquels une population est censée avoir consenti à s'organiser sous la forme d'un État, toute méconnaissance des règles légales et constitutionnelles par l'exécutif rend son action invalide, et cette invalidité doit, tôt ou tard, être constatée par les organes juridictionnels compétents. Selon le second principe, celui d'interprétation stricte de la loi pénale, dans une démocratie libérale, pas question d'interpréter un texte assorti d'une sanction pénale, telle qu'une peine d'emprisonnement ou une amende, par analogie ou par extrapolation, et de condamner un prévenu pour des comportements ne remplissant pas exactement les éléments constitutifs de l'infraction pour laquelle il est poursuivi. Dès lors que dans un régime politico-juridique comme la démocratie libérale, la liberté de faire et la liberté de ne pas faire est le principe. En somme, dans une démocratie libérale, lorsqu'il s'agit d'appliquer un texte qui interdit ou qui oblige, seul le texte est pertinent, tout le texte, mais rien que le texte. Or, la loi de 2007, sur laquelle les gouvernements fédéraux successifs se sont appuyés pour imposer des interdictions et pour imposer des obligations, cette loi 2007, je le rappelle, ne punit ou ne vise qu'à punir les 4 comportements suivants. 1. Le refus d'obtempérer aux ordres de réquisition. 2. Le non-respect de l'obligation de se tenir éloigné des lieux ou de régions particulièrement exposées, menacées ou sinistrées. Et au fond, on voit bien à travers ce deuxième comportement interdit, l'origine de la loi 2007 est évidemment une catastrophe qui est la catastrophe dite de Guilanguien, au cours de laquelle, au fond, un engin de chantier avait heurté une canalisation de gaz, ce qui avait entraîné une explosion. Et effectivement, il fallait permettre aux autorités, ministre de l'Intérieur ou bourgmestre, de maintenir à distance la population du lieu où l'accident s'était produit. On voit donc d'emblée déjà à travers l'origine de la loi à quel point elle n'a pas été pensée, elle n'avait pas été conçue pour le type de crise sanitaire que nous avons connue. Je rappelle donc que le troisième acte, ou le troisième catégorie d'actes qui est interdit par cette loi, c'est la violation de l'assignation d'un lieu de séjour provisoire. Et enfin, quatrième type d'acte interdit, la méconnaissance de l'interdiction de tout déplacement ou mouvement de population. Dans la mesure où cette loi de 2007 consistait en une délégation faite au ministre de l'Intérieur et au bourgmestre d'ériger certains comportements en infraction pénale, elle ne pouvait être que d'interprétation stricte. Or, bon nombre d'obligations contenues dans les arrêtés ministériels successifs finalement ne rentraient dans aucune de ces 4 catégories, dans l'interprétation stricte que ces dernières devaient recevoir en vertu des principes. Par exemple, la fermeture des commerces non essentiels pendant le confinement du printemps 2020, à un certain moment de la phase de reconfinement de l'automne et de l'hiver 2020-2021. Même si elle a eu pour effet de rendre sans objet certains déplacements, ne résultait d'aucune des 4 hypothèses dans lesquelles le ministre de l'Intérieur était habilité à infliger des sanctions pénales. Il en va de même pour la suspension de l'obligation scolaire, le port obligatoire du masque en lieu clos, l'obligation pour les entreprises de recourir au télétravail, le traçage dans l'ORECA,
ou dans d'autres secteurs. L'aménagement des horaires de certains commerces, par exemple des magasins de nuit, ou bien encore la limitation maximale du nombre de personnes dans des manifestations de caractère public ou privé. Vous pouvez relire 100 fois l'article 187 de la loi de 2007 et les 4 catégories qui autorisent le ministre de l'Intérieur à intervenir. Vous aurez beaucoup de mal, sauf à avoir une imagination qui confine au délire, vous aurez beaucoup de mal à faire rentrer toutes ces interdictions dans les 4 catégories légales, les seules 4 catégories pour lesquelles le ministre de l'Intérieur pouvait intervenir. Donc, premier principe malmené, les principes de l'égalité et le principe d'interprétation stricte de la loi. Ensuite, le principe de sécurité juridique a lui aussi été malmené. En vertu de ce principe, un texte légal doit être formulé en termes suffisamment intelligibles pour répondre aux attentes de prévisibilité, de clarté et de précision. Il est essentiel en effet que les citoyens puissent déterminer avec un degré suffisant de certitude ce qui leur est interdit et ce qui leur est permis. Un exemple, parmi de très nombreux autres, à propos de l'interdiction de principe de circuler sur la voie publique pendant une partie de la nuit, le fameux couvre-feu qui était prévu au niveau fédéral entre minuit et 5 heures du matin et qui a été étendu à la région de Bruxelles-Capitale à 22 heures à 6 heures du matin, ainsi qu'en région Wallonne. Selon l'arrêté ministériel en leur en vigueur, il était interdit de se trouver pendant cette plage horaire sur la voie publique, sous réserve de l'autorisation d'effectuer des déplacements essentiels qui ne peuvent être reportés. Et l'arrêté ministériel précisait que parmi ces déplacements considérés comme essentiels, il fallait tenir compte notamment, j'insiste sur le mot notamment, avoir accès aux soins médicaux, fournir l'assistance et les soins aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes en situation de handicap et aux personnes vulnérables, effectuer les déplacements professionnels, en ce compris le trajet domicile-lieu de travail. Compte tenu d'un verbe notamment, l'énumération des déplacements considérés comme essentiels était manifestement exemplative, de sorte que la personne physique circulant sur la voie publique dans la tranche horaire visée par l'arrêté ministériel pouvait se prévaloir d'autres déplacements qu'il considérait comme essentiels afin de justifier sa présence dans l'espace public. Dès lors que, encore une fois, l'on pouvait considérer d'autres déplacements que ceux qui sont explicitement mentionnés dans l'arrêté comme essentiels. Toutefois, précisément, comment délimiter ces déplacements essentiels non explicitement énumérés dans le texte? Qui devait décider du caractère essentiel ou non du déplacement, si ce n'est au fond l'agent verbalisateur, que sa sensibilité subjective, son humeur du moment, risquait d'orienter, selon les cas, dans une acception plus ou moins étroite de ces autres déplacements essentiels. Comment tracer dans ces conditions une frontière nette entre déplacements interdits et déplacements autorisés? En outre, le principe de proportionnalité a lui aussi subi de nombreuses violations tout au long de la gestion de la crise sanitaire. En effet, si les droits fondamentaux consacrés par la Constitution, tels que la liberté d'aller et venir, la liberté individuelle, la liberté d'association, de réunion, de manifestation, si donc ces droits fondamentaux ne sont pas absolus, dès lors que des raisons d'intérêt général, liées par exemple à la sécurité publique ou à la santé publique, peuvent parfois commander d'y apporter des restrictions, encore faut-il que les autorités publiques motivent avec suffisamment de sérieux la raison d'intérêt général qui les conduit à restreindre ces droits fondamentaux. En outre, les limites ou les restrictions aux droits fondamentaux doivent être absolument nécessaires pour atteindre l'objectif d'intérêt général poursuivi. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'autres moyens moins attentatoires aux droits fondamentaux pour atteindre le même objectif. Force est de constater que ce souci de proportionnalité a été très largement absent de la gestion de la crise sanitaire. En guise d'illustration, encore une fois, il y en a beaucoup, mais je m'en tiendrai à une seule, je reviens sur l'interdiction des voyages non essentiels pendant l'hiver et une partie du printemps 2021, où l'idée était qu'il était interdit purement et simplement de quitter le sol belge pendant plusieurs mois, sauf encore une fois pour des voyages tenus pour essentiels. Or, cette interdiction pure et simple
constituait du point de vue du droit européen, cette fois, une entrave à la libre circulation des personnes, qui certes pouvait être justifiée pour des raisons de santé publique, mais qui s'avérait en réalité disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi, dès lors qu'il existait des moyens moins attentatoires à la liberté de circulation, tels que par exemple les tests obligatoires au retour ou éventuellement la quarantaine. Et d'ailleurs, même la Commission européenne rappela le gouvernement fédéral à l'ordre à plusieurs reprises, mais au fond, tant qu'à violer cyniquement le droit, le gouvernement fédéral ne pouvait pas s'arrêter en si bon chemin. Après avoir violé la loi et la Constitution, pourquoi se priver du plaisir de violer les traités de l'Europe? Ces diverses atteintes au principe des proportionnalités s'expliquent sans doute par ce qu'on pourrait appeler, en pastichant Naomi Klein, la stratégie de l'effet choc, si chère au ministre fédéral de la Santé. Au fond, peu importe que ces mesures ne soient pas absolument nécessaires pour atteindre l'objectif sanitaire poursuivi. Peu importe l'adéquation contestable entre les moyens et la fin. Peu importe même les dégâts collatéraux occasionnés à l'état de droit démocratique. L'essentiel est de frapper un grand coup, d'exacerber la dramatisation, de montrer qu'on est constamment sur le pied de guerre et de rappeler, à l'instar de M. Chiclette dans l'oreille cassée, qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. J'ajouterai également que dans une politique essentiellement fondée sur la répression et dans la conception strictement verticale du pouvoir dans la gestion de la crise sanitaire, le gouvernement fédéral s'est en outre appuyé sur une compréhension des rapports interpersonnels inspirée d'une vision particulièrement étriquée des choix de vie. Ce ne reste peut-être pas un hasard quand on songe à l'appartenance partisane des ministres de l'Intérieur successifs qui tous sont étiquetés CDMV. Ainsi, lorsqu'il s'est agi de réduire drastiquement les contacts sociaux et les déplacements hors frontières, et de déterminer les relations affectives et, ajoutera-t-on, sexuelles dignes d'être préservées de ces atteintes, c'est une approche extrêmement conventionnelle qui a prévalu en guise d'étalon, en gros, la famille hétérosexuelle non recomposée. Et notre collègue et ami David Paternotte avait déjà souligné, dans une carte blanche publiée dans le Soir le 3 août 2020, la vision foncièrement conservatrice qui sous-tendait certaines des mesures prises par arrêté ministériel. Ainsi, prétendait-on exiger des partenaires vivant sous des toits et dans des pays différents et qui souhaitaient se retrouver des preuves du sérieux et de la durée de leur relation, au mépris, faut-il le dire, du droit fondamental au respect de la vie privée. Nos bulles de contact étaient ainsi tracées sur la base de la morale sexuelle la plus bornée. Ce gouvernement fédéral, ou ces gouvernements fédéraux, purent d'autant plus se laisser aller à ces diverses dérives que le contrôle de son action, aussi bien parlementaire que juridictionnel, s'est avéré très insuffisant, et j'ouvre ainsi la deuxième partie de mon exposé, en parlant d'une part de parlementaires inertes et d'autre part de juges frileux. Relégués aux oubliettes dès le début de la pandémie, la plupart des députés acceptèrent leur sort de bonne grâce et s'alanguirent à partir de mars 2020 dans une agréable torpeur. Cette situation dura des mois. Elle continua encore avec le gouvernement de Crot, alors même que l'état de sidération lié au début de la pandémie avait pris fin et que la raison et le souci de respecter le jeu démocratique et institutionnel étaient désormais en mesure de refaire surface. Et après tout, quand on porte de telles atteintes aux droits fondamentaux, il serait quand même particulièrement bienvenu dans une démocratie représentative que les représentants de la nation, c'est-à-dire le Parlement, soient consultés, voire statués. Or, il a fallu attendre la fin du mois de février 2021, c'est-à-dire près d'une année après le début de l'épidémie sur le sol belge, pour que le gouvernement, critiqué de toutes parts dans la société civile pour la désinvolture avec laquelle il traitait les mécanismes de l'état de droit démocratique, condescende à présenter un avant-projet de loi, et puis un projet de loi relatif aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique. Il s'agissait en particulier de conférer, enfin, dirons-nous, une base légale certaine à l'action gouvernementale.
Toutefois, confronté à une multiplication des procédures judiciaires et menacé d'astreinte, je vous rappelle que le tribunal de première instance de Bruxelles avait accueilli le 31 mars 2020 la demande de la Ligue des droits humains d'affirmer le caractère illégal des différentes mesures sanitaires, le gouvernement sollicita d'emblée l'urgence pour examiner son projet. Et la majorité parlementaire, comme un seul homme, la lui accorda, alors même qu'il s'agissait d'entériner un dispositif législatif consacrant des atteintes aux droits fondamentaux inédites depuis l'indépendance de la Belgique. La loi pandémie est potentiellement le texte le plus attentatoire aux droits fondamentaux qui ait été voté en Belgique depuis 1831. Après avoir laissé traîner la situation pendant de longs mois, l'exécutif fédéral escomptait désormais voir son texte adopté en 2 temps 3 mouvements, malgré la gravité des enjeux. En dépit de cette volonté gouvernementale et du large soutien que lui apporta sa majorité parlementaire, le projet de loi, loin d'être voté dans la précipitation espérée par l'exécutif, patinait à la Chambre des représentants, et la faute en revenait à l'opposition parlementaire, qui s'appuyait sur une disposition du règlement de la Chambre, permettant à 50 députés au moins, soit le tiers de l'effectif total de la Chambre, de demander le renvoi du projet à la section de législation du Conseil d'État en cas de nouveaux amendements. Le texte a ainsi fait plusieurs fois la navette entre le Parlement et le Conseil d'État, de sorte qu'il ne fut adopté, majorité contre opposition, que le 15 juillet 2021. Il n'en fut pas moins soumis à la sanction royale, à la signature royale, le 14 août suivant seulement. Il a fallu donc 1 mois pour que le texte voté à la Chambre des représentants parvienne au roi. La notion d'urgence est manifestement avérée à géométrie variable en fonction des besoins tactiques du gouvernement et de l'inertie des parlementaires. Quoi qu'il en soit, le vote de cette loi, mieux connue désormais sous l'appellation de loi pandémie, ne clôt très probablement pas le débat sur la validité juridique de la gestion de la crise sanitaire. Pour le passé, bien entendu, puisque la référence à la loi de 2007 pour les anciens arrêtés ministériels reste à l'heure actuelle contestée de toutes parts, de sorte que tous les arrêtés ministériels adoptés jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi pandémie début octobre 2021 continueront de poser question, au moins jusqu'à ce qu'une Cour suprême se prononce à titre définitif au sujet de chacune de nos mesures. Mais même la loi nouvelle, la loi pandémie, ne garantit pas davantage la rectitude des décisions prises sur son fondement. D'une part, cette loi est actuellement l'objet de plusieurs recours en annulation devant la Cour constitutionnelle. Et d'autre part, la mise en œuvre de cette loi, par arrêtés royaux, désormais, peut elle-même faire l'objet de recours, notamment en ce qui concerne le respect par le gouvernement fédéral de l'égalité, en 2 mots cette fois, et de la non-discrimination, et celui de la proportionnalité des mesures prises. Et c'est ce qui a notamment justifié, si vous vous en souvenez, à la fin de l'année 2021, l'arrêt du Conseil d'État du 28 décembre 2021 qui suspend la décision absurde et absolument non justifiée de fermer purement et simplement le secteur culturel. Donc, quand le secteur culturel a fait l'objet d'une nouvelle mesure de fermeture, alors il y a eu une saisine du Conseil d'État qui, nous allons voir dans un instant, n'a généralement pas été très efficace. Mais enfin, ici, on a l'exemple d'une mesure prise sur le fondement de la loi pandémie qui a été suspendue en raison de sa manifeste disproportion. Rare exemple de contrôle juridictionnel, car pour le reste, ce dernier est en effet loin d'avoir été satisfaisant. Et je vais donc parler maintenant de nos juridictions plutôt frileuses. En effet, les arrêtés ministériels qui ont été pris avant l'entrée en vigueur de la loi pandémie ont été contestés à plusieurs reprises devant les juridictions. Vu l'inertie patente de l'institution parlementaire elle-même, les juridictions apparaissaient en effet comme l'ultime recours contre l'arbitraire gouvernemental. Mais c'est bien le problème en période de guerre, et notamment de guerre contre le virus, la quasi-totalité de l'appareil d'État fait front, encore une métaphore militaire, et hormis quelques exceptions remarquables, d'autant plus remarquables qu'exceptions, les magistrats n'ont guère été enclins à jouer pleinement le rôle de gardien du droit dont ils aiment tant à se gargariser en temps ordinaire. Qu'il s'agisse de la section du contentieux administratif du Conseil d'État,
du Collège des procureurs généraux, de nombreux tribunaux de police, ou bien encore de la Cour d'appel de Bruxelles, le courage et l'indépendance n'ont manifestement pas été au rendez-vous, et ces diverses instances ont ainsi laissé flétrir un peu plus encore certains des principes les plus fondamentaux de l'état de droit démocratique. Mais il est déjà temps de conclure et précisément de voir ce que ces différentes dérives ou ces différents serments font à la démocratie libérale ou à l'état de droit démocratique. Puisque, comme j'ai cru pouvoir le montrer, Parlement, gouvernement, juge, aucun ne fut réellement à la hauteur des enjeux du moment. Quasiment tous, au contraire, laissèrent se gripper un peu plus encore les rouages de la démocratie libérale. Au reste, le résultat de cette abdication ne s'est même pas traduit, comme on le sait, par une réussite éclatante au plan sanitaire. Et la tentation est grande dès lors de paraphraser Churchill, s'adressant à Chamberlain après les accords de Munich. Ils ont voulu éviter les morts au prix de violation de l'état de droit démocratique, ils ont violé l'état de droit démocratique, et ils ont eu les morts. Ceci dit, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ces nombreux coups de canif et de sabre portés au fondement de la démocratie libérale durant la crise sanitaire ne constituent pas une rupture radicale par rapport à un avant-Covid où tout aurait été pour le mieux dans le meilleur des mondes. Au contraire, ils s'inscrivent dans la continuité de phénomènes antérieurs déjà préoccupants. On notera ainsi que le groupe de presse britannique The Economist publie chaque année depuis 2006 un indice de démocratie qui permet de donner une note à chaque État sur la base de 60 critères regroupés en 5 grandes catégories: processus électoral et pluralisme, liberté civile, fonctionnement du gouvernement, participation politique et culture politique. Et à partir de la note attribuée, les États sont répartis entre 4 groupes: les démocraties à part entière, pour les États qui ont une note de 8 sur 10 et plus, les démocraties défaillantes qui ont une note située entre 6 et 8 sur 10, les régimes hybrides dont la note est située entre 4 et 6 sur 10, et les régimes autoritaires dont la note est inférieure à 4 sur 10. Depuis 2014 déjà, la Belgique reçoit une note inférieure à 8 sur 10 et fait ainsi partie depuis près d'une décennie de la catégorie des démocraties défaillantes. Il reste que sa note la plus basse a été enregistrée en 2020 et en 2021 et qu'elle est la plus mauvaise élève de l'ensemble des pays d'Europe occidentale dans le classement 2021. C'est que, face à des menaces considérées comme très lourdes, les démocraties libérales choisissent de plus en plus souvent, depuis 2 décennies au moins, de s'en prémunir au moyen de dispositifs d'exception qui menacent l'équilibre délicat entre objectifs collectifs ou d'intérêt général, tels que la protection de la sécurité publique ou de la santé publique, et garantie des libertés individuelles. L'invocation de l'urgence et les circonstances exceptionnelles permettent ainsi de justifier des politiques qui visent à substituer au droit ordinaire un état d'exception, lequel, marquant un recul significatif de nombreux droits fondamentaux, est souvent étendu par la suite à bien d'autres cas que ceux qui étaient visés à l'origine, au point d'être parfois transformés en nouveaux droits ordinaires. Ainsi, après le 11 septembre 2001, toute ou partie des dispositifs antiterroristes de nombreux États, adoptés dans l'urgence et prétendument temporaires, ont tout simplement été importés ensuite dans la loi pénale commune, certains des mécanismes d'exception prévus à l'origine pour lutter contre la seule menace terroriste, ayant été ensuite étendus à la répression d'autres catégories de crimes et délits au prix d'un amoindrissement non négligeable des garanties procédurales. L'état d'exception temporaire d'aujourd'hui devient ainsi de plus en plus souvent le droit ordinaire permanent de demain. Ne sommes-nous pas désormais en présence d'un tel état d'exception, l'état d'exception sanitaire en l'occurrence, dont il est à craindre qu'il ne finisse par être lui aussi inscrit dans la durée, malgré les promesses publiques en sens contraire? Et la question qu'on peut se poser, c'est: est-ce que la seule façon pour les démocraties libérales de lutter contre certains dangers réside nécessairement dans la mise sous le boisseau de ses propres principes? Face à ces dérives, bien antérieures à la gestion de la crise sanitaire,
Comment alors expliquer l'inertie d'une très large partie de la population? En effet, un régime démocratique ne tient qu'aussi longtemps que les citoyens y tiennent. La santé d'une démocratie libérale se mesure essentiellement à l'adhésion active que lui témoignent ses citoyens. Et de ce point de vue, la situation à moyen et long terme me paraît préoccupante si l'on veut bien se rappeler quelques leçons de l'histoire, en particulier la facilité avec laquelle certaines démocraties libérales ont pu être bannies au XXe siècle sans qu'une partie suffisamment importante de la population s'en émeuve. Et s'agissant de la situation française, un de mes collègues de Sciences Po Paris, Jean-Pascal Chazal, a pu dresser ce constat désabusé que je vous livre. Nous avons probablement surestimé la confiance que nous pouvions avoir dans le concept d'état de droit. À l'occasion de la situation d'état d'urgence sanitaire, l'hypothèse que vous êtes écartée, que les armes, constitution de loi, ne sont que des remparts de papier, et que les juges, qui sont censés en mettre la bouche, qui en prononcent les paroles, peuvent en devenir les bâillons qui les réduisent au silence. Faut-il donc s'y résoudre en Belgique aussi? Et c'est par cette conclusion assez optimiste que je terminerai mon propos. Merci de votre attention. Merci. Merci beaucoup, un grand merci Nicolas. Moi je pense qu'on va avoir une bonne discussion après, ça suscite pas mal de questions, mais donc je cède la parole d'abord à Elisabeth qui vous ai présentée tout à l'heure et qui va essayer de partager un PowerPoint, c'est ça? Est-ce que ça marche? Ok, parfait. Donc, merci beaucoup pour l'invitation, cette opportunité de discuter ce brillant discours de mon collègue et ami Nicolas. Je vais vous résumer en fait une petite conférence que j'ai donnée hier qui s'intitulait « Pourquoi a-t-on oublié les principes éprouvés de la santé publique de la gestion de la pandémie de Covid-19 ?» Parce qu'en t'écoutant, Nicolas, j'ai un peu l'impression que les juristes et les politiciens partent du principe qu'en fait que les mesures de riposte à la Covid étaient totalement justifiées, même si pas tout à fait proportionnelles à la situation, et avaient suivi un processus normal de planification des mesures, des interventions de santé. Or, il n'en est rien. Je suis prof ici à l'ULB de planification des programmes de santé, et puis je viens pour un petit cours à Liège de réévaluation des programmes de santé publique. En fait, quand on analyse un petit peu la manière dont ces politiques, ces mesures ont été mises sur pied, on se rend compte qu'on n'a pas du tout respecté ni les principes de la bonne gouvernance de la planification, ni les principes de base de la santé publique. Alors, au niveau de la façon des processus politiques et de la gouvernance, toute la littérature le montre, et c'est écrit d'ailleurs dans un gros manuel de plusieurs centaines de pages de l'OMS sur comment est-ce qu'on fait une politique sanitaire. Mais la première chose à faire, c'est de rassembler les parties prenantes du secteur de la santé à travers des processus inclusifs et participatifs. Pourquoi? Parce que le secteur de la santé ne poursuit pas un seul objectif. Il y a plusieurs objectifs en jeu et il y a plusieurs intérêts, des parties prenantes avec des intérêts différents. Ne serait-ce que dans la population, les jeunes n'ont pas les mêmes intérêts que les vieux. Les riches n'ont pas les mêmes intérêts que les pauvres, etc. Au niveau des disciplines, c'est aussi très essentiel de rassembler toutes les disciplines autour de la table pour pouvoir aller au-delà des limites épistémiques de chaque discipline dont nous parlions dans le train en arrivant ici avec Nicole. Ensuite, une fois qu'on a rassemblé les parties prenantes, il est essentiel de faire une bonne analyse de situation et donc d'identifier les causes profondes des problèmes et pas seulement les symptômes. Et d'identifier également quelles sont les stratégies éprouvées qui existent dans la littérature et qui soient adaptables au contexte local. Et dès lors, les programmes de santé, donc les mesures de riposte dans notre cas, doivent répondre aux besoins de la population sur base de bases probantes. Alors, il faut se rendre compte que, comme je le disais, le secteur de la santé poursuit plusieurs objectifs. Et dès lors, quand on va choisir, quand on va prioriser une intervention plutôt qu'une autre, d'abord, est-ce qu'on va s'occuper juste du Covid ou on va aussi s'occuper du reste des problèmes de santé? Ensuite, si on s'occupe du Covid, quelles sont les mesures qu'on va mettre en œuvre?
mais il faut avoir des critères de priorisation. Or, le problème, c'est que ces critères, qui sont traditionnellement l'efficacité des mesures, mais aussi leur efficience, donc le rapport entre les résultats et les coûts, l'équité dans la distribution des coûts et des bénéfices des mesures, l'acceptabilité sociale, etc. Tous des critères de priorisation bien connus. Le problème, c'est que ces critères, ils sont souvent contradictoires. Et dès lors, tout choix de critères, on va privilégier tel critère plutôt qu'un autre, on va privilégier de ce fait une mesure plutôt qu'une autre, c'est un choix qui est purement politique. Ce n'est pas un choix technique, c'est un choix purement politique qui repose sur des valeurs de la société et qui sont aussi le fruit d'une négociation entre les parties prenantes qui sont actrices du dialogue. Et dès lors, c'est très important de communiquer à ce sujet. Et enfin, un autre aspect qui est crucial dans la gouvernance publique, c'est qu'il faut sans cesse évaluer. Évaluer pour pouvoir bien gouverner. Et donc, avoir une évaluation continue et autant que possible indépendante pour pouvoir exercer la redevabilité et revoir éventuellement la planification des mesures de mise en œuvre. Alors maintenant, au niveau du contenu des politiques de santé, on ne fait jamais. En santé publique, on ne fait jamais de mesures one size fits all. On ne fait jamais des mesures qui soient les mêmes pour tout le monde. Pourquoi? Parce que la santé est par définition hétérogène. On n'a pas tous les mêmes besoins, donc on n'a pas besoin de tous les mêmes mesures. Et dès lors, il faut pour chaque problème de santé identifier les populations cibles afin de concevoir des stratégies différenciées pour ces populations cibles. Ensuite, on ne doit pas prendre en compte juste les effets directs, donc juste l'efficacité des mesures. En fait, depuis le début de cette pandémie, on n'entend parler que de l'efficacité des mesures. Déjà, on ne mesure pas, on n'évalue pas, mais on en parle beaucoup. Mais l'efficacité, on ne choisit jamais une mesure sur base de sa seule efficacité. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre en effet en compte l'entièreté des effets, y compris les effets indirects, mais aussi y compris les coûts, et comparer l'ensemble des mesures possibles, donc toutes les alternatives. Dès lors, il est essentiel d'adopter ce qu'on appelle en santé publique une approche systémique. Alors, troisième grand principe, disons, de la santé publique, et qui a justement été, on est accueilli ici par l'Observatoire du SIDA et des sexualités. Donc ça a été vraiment hyper bien documenté dans le cadre de la riposte mondiale à l'épidémie de SIDA, notamment, mais aussi plus récemment dans la riposte aux épidémies d'Ebola en Afrique de l'Ouest notamment. On ne contrôle pas une épidémie par une approche martiale, militaire, centralisée, top-down, où le gouvernement décide et la population est les exécutants. Non, non. Pour lutter contre une épidémie, il faut autant que possible décentraliser les mesures et la mise en œuvre des mesures et renforcer les capacités des acteurs à la base de prendre en compte leurs besoins de santé et d'avoir une certaine liberté et responsabilité de leur propre santé. Alors, autre principe bien connu de la santé publique et de la médecine, c'est le principe de précaution. D'abord, ne pas nuire. Bon, on l'a utilisé de manière très à géométrie variable dans le cas de la pandémie. Puis alors, deux autres principes essentiels, c'est de garantir la cohérence de l'ensemble des stratégies et de garantir également le continuum des soins, depuis la promotion de la santé, la prévention des facteurs de risque, le traitement en première ligne et puis en deuxième ligne, etc. Et de se baser sur les soins de santé primaires, qui sont de loin l'organisation des soins de santé la plus efficace, efficiente et équitable. Ça, c'est vraiment ce que j'enseigne ici à l'École de santé publique, comment faire une bonne politique de santé. Alors, aucun de ces principes n'a été respecté en Belgique, aucun. Donc, avant de penser à comment est-ce qu'on traduit une politique dans la loi, qui était ton propos, il faut déjà se poser la question, c'est est-ce que la politique était bien conçue à travers un bon processus et est-ce que les résultats de cette politique étaient appropriés, respectant les principes de la santé publique. Alors juste, j'ai encore un slide, j'en ai encore d'autres, hein, mais je ne vais pas en parler trop pour le moment. Donc il y a juste, j'ai recensé une certaine liste d'erreurs de débutants à éviter, que j'explique à mes étudiants. Surtout ne faites pas ça parce que c'est des erreurs que beaucoup de gens font et on sait que c'est des erreurs.
Quelles sont-elles? Déjà, croire que pour un problème complexe, il peut y avoir une solution simple, on sait bien que c'est pas vrai. Pourtant, on nous l'a fait croire depuis 2 ans. Insuffisamment cibler les mesures, et donc faire des mesures pour tout le monde qui soient les mêmes, et gérer un problème par la moyenne, quand on a un problème hétérogène. Ça, c'est la chose à ne pas faire. Autre problème aussi, vous devez certainement le connaître vu votre sensibilité, c'est croire que les experts savent mieux que les populations ce qui est bon pour elles. Alors venir avec des solutions technocratiques, technologiques à des problèmes qui sont fondamentalement sociaux, voire politiques. Ça ne va pas du tout. Venir avec des solutions toutes faites sans avoir analysé vraiment le problème et donc chercher un problème à une solution qui existe déjà par ailleurs. Ça, c'est vraiment une grande erreur politique à éviter. Traiter le symptôme et pas les causes profondes. C'est exactement ce qui s'est passé avec la pandémie où on a fait comme si les Belges étaient en magnifique santé avant mars 2020 et puis soudain le virus est arrivé et a détruit la santé de ces gens qui étaient en parfaite santé jusque-là. C'est pas vrai du tout. Il y a des problèmes fondamentaux au niveau de la santé publique en Belgique et du système de santé que la pandémie n'a fait que révéler. Alors d'autres erreurs, se concentrer sur quelques indicateurs d'effets directs, alors qu'en plus ces indicateurs ils sont dépendants de la politique. Croire qu'il y a uniquement une solution possible et qu'il n'y a pas d'alternative. Il y a toujours des alternatives, etc. Je vais m'arrêter là, sinon je pourrais encore parler pendant des heures, mais ce n'est pas le propos, c'est toi la star du jour. Donc, sur base de cette petite discussion, je vais te proposer une réaction, et puis peut-être, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. En tout cas, en ce qui me concerne, je veux juste réagir, justement parce qu'effectivement, il y a une articulation aussi qui est intéressante entre le droit qui est finalement, en dernière instance, comme outil qui traduit des politiques, comme tu le disais très justement, même si effectivement il y a, dans ce que j'ai appelé la hiérarchie des normes, certains principes fondamentaux que le législateur et que les autorités politiques doivent en principe respecter. Or, effectivement, ici, notamment du point de vue de l'utilisation du multidroit, il y a 2 choses évidemment qui sont très frappantes. C'est effectivement d'avoir choisi d'emblée l'outil droit, c'est-à-dire l'outil de l'obligation, de la contrainte, et a fortiori de ce qu'on appelle le droit pénal, c'est-à-dire au fond des règles qui sont accompagnées de punitions, de peines. Bon. Et donc, effectivement, certains vous diront, mais on ne peut pas faire autrement, compte tenu du nombre d'insensés et du nombre de gens égoïstes, tout ce que vous voulez, qui courent les rues. Et au fond, c'est une politique qui consiste d'emblée, ce qui, du point de vue de la philosophie de cette politique, peut déjà être interrogé, c'est au fond une méfiance profonde à l'égard des citoyens eux-mêmes. Parce que les citoyens eux-mêmes ne pourraient pas, sauf si un bâton et des masses, ne pourraient pas adopter un certain nombre de comportements, de premiers comportements de protection de soi et des autres. Donc, alors, première chose, c'est effectivement le choix qui a été fait, et tu parlais du top-down tout à l'heure, le choix d'une politique qui vient d'en haut, qui ne se dispute pas, parce que comme on est dans un état métaphorique de guerre, en guerre on ne dispute pas, tout qui dispute est un type qui démoralise la population, qui mérite de finir en prison, voire assassiné. Donc, il y a d'abord cette idée de vous obéissez, vous ne réfléchissez pas parce que l'heure est grave, et effectivement, plutôt que de jouer la carte de la recommandation, la carte de la discussion, la carte éventuellement de la délibération, je ne parle peut-être même pas du tout début de la pandémie ou dans la panique généralisée. Je peux imaginer que nos politiques, peu habitués à ce genre de situation, aient pu effectivement paniquer, mais quand, si vous voulez, à la fin de la première vague, au printemps 2020, on a pu avoir le temps de se dire qu'on réfléchit. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, etc. On n'a pas du tout réfléchi. Et on n'a pas du tout réfléchi parce qu'évidemment, un autre point à l'agenda venait, absolument supérieur et absolument nécessaire, c'était la formation d'un nouveau gouvernement qui avait une majorité au Parlement. Et donc en mai, juin, juillet, août, septembre 2020, on a l'impression que les autorités politiques ont fait comme si, la première vague étant passée, eh bien, tout était terminé. Et donc, lorsqu'elle est revenue, la deuxième vague est arrivée,
qu'est-ce qui s'est passé? Ben, évidemment, n'ayant pas du tout réfléchi à toutes les erreurs commises, à toutes les éventuelles mesures aberrantes prises, eh bien, on a ressorti le même programme. Donc, je crois vraiment que ce qui est intéressant dans l'articulation entre les deux, c'est que le droit n'est finalement rien d'autre qu'un outil pour mettre en œuvre une politique déterminée, et effectivement, le choix du droit pénal est au fond le reflet d'une politique qui est une politique verticale, d'une politique autoritaire et d'une politique qui ne demande aux citoyens aucune participation active à la délibération des autres. Et alors la deuxième chose que je voulais te dire aussi, que je voulais te dire en première réaction, c'est en effet au niveau du principe de précaution, c'est-à-dire il a été à géométrie variable. Alors c'est vrai, on a cessé pour justifier les mesures les plus improbables et notamment les incohérences, parce que sans être même connaisseur du secteur de la santé, quand on lisait par exemple un arrêté ministériel disant on peut faire ceci mais pas faire cela, on ne comprenait pas tout simplement la logique interne. Alors, on sait bien que c'était probablement le résultat de compromis, le résultat de on doit faire plaisir à tel secteur, mais on peut sacrifier temporairement tel autre secteur. Enfin, le fait est que l'incohérence globale frappait d'emblée les individus, et quiconque, par exemple, se demandait, par exemple, est-ce que vraiment vous croyez que le port du masque en extérieur a un sens? On lui répondait principe de précaution. Principe de précaution. Et à nouveau, principe de précaution, quand on imagine effectivement ce qui en termes d'autres affections, cancer, maladies pulmonaires, maladies sexuellement transmissibles, ce que ces mesures peuvent notamment par exemple consister à empêcher l'hôpital de fonctionner réellement pendant plusieurs mois, ben, effectivement, là pour le coup, le principe de précaution a été absolument jeté par-dessus la rivière. Et nous avons affaire, évidemment, non pas à cause du Covid, mais à cause des mesures anti-Covid, nous avons devant nous une flopée de cancers non détectés à temps, de maladies sexuellement transmissibles, etc. etc. Et donc là aussi, je veux dire, c'est une politique, en effet, autoritaire, mais aussi une politique, on va dire, unifactorielle. Politique, tu parlais tout à l'heure, en effet, de l'opposition entre système complexe et mesures simplistes. On a typiquement ici l'idée que nous sommes dans une société complexe, avec des problèmes qui sont des problèmes de santé, mais qui sont aussi des problèmes sociaux, économiques, etc. etc. Et au fond, on a abordé la société belge, par exemple, on l'a abordé uniquement avec une lunette, et avec une lunette qui laissait absolument de côté tout ce que les mesures sanitaires risquaient d'affecter. Et en particulier, quelque chose qui n'est pas tangible, ça c'est pas un cancer non détecté, c'est pas une maladie sexuellement transmissible, mais la fragilisation tout simplement des mécanismes démocratiques et des mécanismes d'état de droit, c'est une fragilisation qui est inquiétante pour la société tout entière aussi. Mais au fond, quand il m'est arrivé à certains moments de parler de ça, l'idée c'était toujours de dire, écoutez, on est dans l'urgence, l'heure est grave, vous n'allez quand même pas vous plaindre de coups de canif portés à la démocratie représentative, à l'état de droit, alors que des gens meurent par milliers en soins intensifs. C'est ça qu'on disait, il y avait une forme de fermeture du débat, parce que l'idée c'était que, comme il y avait justement une seule chose à faire, un seul objectif à atteindre, une seule finalité à réaliser, tout le reste devenait absolument quantité négligeable. Et ça, je pense que oui, tout à fait. Et quand tu dis solution simple, en fait, dans cette crise, on a fait comme si le Covid était uniquement lié au virus. Et donc, toute la riposte a été focalisée sur le virus. On a essayé de contrôler, on a essayé d'empêcher sa circulation. Pas de bol, c'est un virus qui mute beaucoup, qui est à transmission aérosol, et c'est une zoonose. Donc tu pouvais très bien choper le Covid en restant chez toi par ton chat s'il allait chez le voisin. heureusement, il va. Donc heureusement il n'y va pas, mais on a tout focalisé sur le contrôle du virus et non pas sur la santé des individus. On a oublié complètement la définition de la santé selon la constitution de l'OMS, comme quoi la santé c'est un état de complet bien-être
physique, mentale et sociale, et ça ne s'arrête pas à l'absence de maladie, et en l'occurrence à l'absence d'une maladie. Et alors, moi, ce qui me pose vraiment des questions au niveau juridique, c'est la responsabilité dans tout ça. Parce que, voilà, on a pris le principe de précaution, on s'est dit on va enfermer tout le monde pour ne plus que le virus circule. Bon, il a quand même continué à circuler, ce qui est normal vu son mode de transmission. On attend que le vaccin nous sauve. Et donc voilà, on enferme tout le monde. Ça a eu des conséquences sociales, mais aussi des conséquences dramatiques sur la santé, parce qu'on ne s'est pas occupé de la santé. Les gens, je crois que les Belges, déjà, qui sont en surpoids à l'âge adulte, 45% des Belges adultes sont en surpoids, et 22% sont obèses. Ils ont encore pris 3 kilos en moyenne pendant le confinement. Puis on a fermé les salles de sport, etc. Les gens ont plongé dans la malbouffe, dans la consommation de soda, d'alcool, ils fument plus qu'avant, ils se droguent plus qu'avant, ils sont complètement dépressifs. Il y a déjà au niveau de la santé mentale, je pense qu'il y a une partie, vraiment pas 15-20% de gens qui ont des problèmes de santé en plus, de santé mentale, en plus qu'avant les mesures. Et ça, c'est pas la pandémie qui fait ça, c'est les mesures qui ont été imposées à la population. Et ces conséquences, il y a l'appauvrissement aussi. Et la santé mentale aura des conséquences sur la santé physique. Les liens entre les deux ne sont plus à démontrer. L'appauvrissement, la vulnérabilité de toute une frange de la population aura des conséquences sur la santé physique. On sait très bien que les gens voilà, les enfants qui ratent l'école pendant des mois, eh ben, il y a des plus pauvres d'entre eux, mais ils vont complètement décrocher et ça va leur enlever 2-3 ans d'année de vie, d'espérance de vie. On le sait tout ça. Donc on a fait complètement abstraction de ces effets indirects des mesures. Et donc moi la question que je me pose, c'est comment faire porter la responsabilité des décisions politiques qui sont nocives pour la santé aux responsables. C'est un peu compliqué parce que, effectivement, du point de vue juridique, la responsabilité personnelle, donc individuelle, des individus qui ont participé à la politique sanitaire, notamment les ministres, bénéficie en principe d'une sorte d'immunité pénale qui tient au fait qu'ils prennent des décisions dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, si une responsabilité peut être engagée, c'est celle de l'État, puisque, au fond, toutes les mesures qui ont été prises sont des mesures qu'on peut imputer à l'État. Et donc, on pourrait imaginer, en effet, des actions en responsabilité pour le dommage causé fautivement par telle ou telle mesure à tel ou tel individu. Alors, évidemment, on a beaucoup pensé ces derniers temps à du dommage essentiellement financier. C'est l'hypothèse, notamment, de certains établissements, notamment par exemple l'ORECA, qui réclameraient au fond réparation du préjudice que les multiples fermetures lui ont causé, dès lors que ces fermetures seraient constitutives d'une faute, et encore faudrait-il le prouver dans le chef de l'État. Moi, mon propos, effectivement, qui déborde un peu du droit, c'est qu'il y a d'une part le droit, et puis il y a évidemment la façon de l'appliquer. Et voilà, je peux sortir les principes en disant, voilà, il existe un texte du Code civil, qui est le texte en vertu duquel toute personne qui cause fautivement un dommage à autrui est obligée de le réparer. Donc, si l'État a commis fautivement un préjudice dans le chef de telle ou telle personne, cette personne peut réclamer en justice réparation de son dommage, mais dans l'application du droit, dans l'application concrète du droit, ça veut dire, qu'une personne ou une organisation éventuellement représentative d'un secteur doit saisir un juge. Donc, ça veut dire une procédure, ça veut dire effectivement, probablement, de longs moments et de longs débats en perspective. Et deux, encore une fois, je crois que vraiment vont rester dans la tête, j'avais presque dire, de tous les agents de l'État, parce qu'au fond, l'État s'est présenté vraiment comme le protecteur de nos vies, et il s'est présenté par conséquent comme étant celui qui est dans un état, encore une fois, métaphorique, mais cette métaphore est vraiment entrée dans la tête de beaucoup de gens dans un état de guerre. Et donc, je pourrais imaginer que dans l'application concrète de la règle de la responsabilité civile, on finisse par dire, écoutez, encore une fois, la situation
était exceptionnelle, la situation était sans pareil, et donc je refuse de reconnaître que l'État a agi fautivement. Parce que, encore une fois, il a fait ce qu'il a pu, hein, il a mené sa barque comme il a pu, et moi, juge, je ne peux pas, entre guillemets, a posteriori, décréter qu'il aurait fallu faire ça plutôt que ça. Donc moi, ce qui me pose question, c'est que, bien sûr, il y a des mécanismes juridiques de responsabilité, mais ces mécanismes juridiques, d'abord, risquent d'être très longs, et ils risquent, le cas échéant, face à des juges qui ont été partie prenante, évidemment, de la gestion de la crise sanitaire à leur façon. Ils n'ont pas fait politique, mais ils ont, pour beaucoup d'entre eux, écarté la plupart des recours qui ont été portés pendant la gestion de la crise sanitaire. Donc, je crois qu'il y en aura quand même un certain nombre qui diront « je refuse de reconnaître une faute dans le chef de l'État ». Et donc, l'autre responsabilité éventuellement qui pourrait être engagée, c'est la responsabilité politique. C'est-à-dire que la responsabilité politique, c'est beaucoup plus évanescent. Et donc, je n'imagine évidemment pas une démission ministérielle ou autre, mais j'imagine peut-être bien, dans les mois ou les années qui viennent, une sorte de débat, quand la crise sera refroidie, de débat sur toutes les erreurs qui ont été commises et qui permettront peut-être a posteriori de pointer du doigt tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont participé activement à une telle politique. Mais je suis peu optimiste, encore une fois, du point de vue du court terme. Pour moi, le court terme continue d'être dominé par l'idée que il fallait, quoi qu'il en coûte, il fallait faire quelque chose. Voilà, c'est ça, au fond, le principe de base, pas très rationnel, mais il fallait faire quelque chose, quoi qu'il en coûte. Alors qu'on commence par taxer le gouvernement les sodas, oui, tout à fait, bien sûr. Oui, bien sûr. Et les additifs dans les cigarettes. Pour les politiques de long terme, c'est très intéressant pour et renforcer le système de santé aussi. Oui. On va peut-être voir s'il y a des questions dans la conversation. Je ne sais pas si vous avez pu suivre. Je ne crois pas qu'il y en ait dans le chat. Moi, j'en ai, j'imagine que d'autres en ont aussi. Oui, déjà merci beaucoup pour cette présentation, pour cet éclairage. Je me questionnais justement sur la responsabilité de l'État. Quand on sait que, et comme Elisabeth a très bien dit, il y a la base de la département. Je ne comprends pas que l'État n'ait pas pu s'appuyer sur ce qui est déjà documenté pour prendre des décisions. Est-ce qu'eux aussi n'ont pas été incapables? Quelles ont été leurs motivations à prendre telles mesures? En fait, il n'y a pas eu de réel processus d'élaboration d'une politique, d'une stratégie de santé. Je pense que, comme l'a dit Nicolas, lors de la première vague, tout le monde a paniqué. Il y avait un plan de riposte à la grippe qui avait été élaboré suite à la grippe à H1N1. Ce plan, on l'a jeté, je ne sais pas pourquoi. Et puis alors, je pense que, comme tu l'as dit, voilà, la première vague est passée, et puis les politiciens sont passés à autre chose. Et jamais ils se sont dit, on va faire un plan stratégique en bonne et due forme, quoi, avec des objectifs à moyen terme. Et je crois qu'il y a deux problèmes fondamentaux dans la manière dont la gestion de la crise a été organisée. C'est que d'une part, donc voilà, il n'y avait pas cette vision stratégique à moyen terme et ce dialogue, et on a pris les décisions au coup par coup, un coup de Codeco. Voilà, on faisait des Codeco par-ci, des Codeco par-là, et alors ils marchandaient. Il y avait vraiment un processus de marchandage. Bon, d'accord, je veux bien rouvrir ceci, mais alors on masque les enfants à l'école, par exemple. Voilà, je te donne ceci, tu me donnes cela, comme vraiment un marchandage de marchand de tapis. Donc, pas de processus organisé d'élaboration d'une politique publique. Et puis surtout, il n'y a pas eu d'évaluation. Il n'y en a toujours pas eu. Et ça, c'est dramatique. On est face à une gestion d'une crise complexe qui est très évolutive. Les connaissances évoluent régulièrement et il n'y a pas d'évaluation. Donc, il n'y a aucune redevabilité et il y a juste culpabilité
culpabilisation des gens qui ne respectent pas les règles et de l'autosatisfaction de la part de nos décideurs qui sont persuadés qu'ils ont extrêmement bien fait. C'est eux qui le disent, ils le proclament, on est censé les croire. J'ai juste envie de réagir par rapport à cette notion de responsabilité. On a quand même eu, et là, c'est plus la lutte contre le sida qui nous l'a enseigné, donc des ministres qui ont été pénalement estimés responsables dans toute l'histoire du sang contaminé. Mais en même temps, alors je prends un peu le contre-pied, je me fais un peu l'avocat du diable, mais moi ce qui me surprend aussi, donc on a beaucoup parlé de l'année 2020-2021, c'est qu'en fait aujourd'hui, ça y est, maintenant on lâche tout. Et que là aussi, on pourrait aussi retourner en dire, ils ont peut-être aussi une responsabilité à dire que ça y est, tout va bien, on enlève les masques dans l'espace public, il n'y a absolument plus aucune mesure à mettre en œuvre de réduction des risques de transmission, même si c'est complexe. Donc oui, elle est très compliquée, cette histoire de responsabilité, parce qu'elle peut à la fois se situer sur, à un moment donné, un excès de mesures, et effectivement une non-proportionnalité, comme vous l'avez très bien dit, et voilà, qui s'adressait à tout le monde. Et aujourd'hui, si on parle en termes de grouparisme, si c'est une notion aussi qui a été critiquée, mais enfin, en tous les cas, on va dire de public particulièrement vulnérable, j'ai l'impression qu'on oublie aussi un petit peu tous ceux qui vivent aujourd'hui avec des comorbidités, des immunodéprimés, qui, on ne peut pas juste leur dire vaccinez-vous. Ben non, la vaccination, on le sait, n'est pas suffisamment efficace également pour eux. Moi, j'ai certains témoignages, ça commence à arriver, alors sans même parler des Covid-longs, de certaines personnes avec vivant avec le VIH, mais après, voilà, on va dire des immunodéprimés, des personnes sous chimio actuellement, des personnes greffées, en tous les cas, des personnes dont l'immunité est trop faible. Ben, nous, on vit sous cloche depuis 2 ans, et là, on est les oubliés aussi, encore aujourd'hui. Donc, il y a aussi des choses qui se passent qui sont très surprenantes, je trouve, dans cette manière de gérer tout ça. Et puis, peut-être dernière chose, puis je vais laisser aussi mes collègues. Donc, effectivement, tu disais le droit est un outil important avec, et ça, j'aimerais bien t'entendre là-dessus, l'impression, alors, cette loi pandémie a été mise en place, on se dit, oui, heureusement quand même, là on a quand même un fondement, on va dire, une base légale à ces décisions, mais en même temps, on a l'impression que concrètement, ça a changé quelque chose. Voilà, à part donner une base légale, mais qui est bien évidemment un élément tout à fait essentiel dans un état de droit, mais en même temps, voilà, ils ont fait une loi, mais alors les mesures, c'est toujours pareil, comme on disait, voilà, c'est le Codeco, avec une vision très court-termiste. Ah tiens, là, dans les 10 jours, qu'est-ce qu'on fait? Jamais eu encore quand même une planification un petit peu plus, voilà, à long terme de tout ça. On sait que l'hiver va arriver prochain. Enfin, voilà, il y a des choses, on sait très bien que c'est pas terminé non plus. Donc voilà, qu'est-ce que tu peux dire de ça? Cette loi pandémie, qu'est-ce qu'elle a changé à part donner une base légale? Et en même temps, dernière chose, le droit est un outil, mais on a eu l'impression aussi à des moments, c'était le seul qu'on avait en tant que citoyen. Et tu as cité sur le secteur culturel, ça a été la seule chose pour dire, ouais, voilà, là. Ça a donné en même temps, quand même, comme si c'était le seul moyen pour aussi contester à un moment donné. Il y a eu aussi tous les débats, j'imagine que tu as bien suivi, tu n'en as pas parlé du CST en Wallonie. Voilà, parce qu'il y a eu d'autres instances, notamment le Conseil consultatif de promotion de la santé ou d'autres, qui avaient émis certains doutes par rapport à l'efficacité de ce CST, surtout qu'à un moment donné, s'il y avait CST, il y avait un abandon total du masque. Enfin bon, absolument pas écouté. Donc là, quand même, on se dit, nos juridictions, c'est un outil, mais heureusement qu'il est là, dans tous les cas, comme on dit. Oui, alors pour répondre dans l'ordre et très rapidement pour les deux premières questions, donc à la première sur la responsabilité au niveau du sang contaminé, c'est parce qu'il existe en France une procédure spécifique qui permet d'assigner personnellement les ministres qui étaient en fonction à l'époque de la prise de décision, et il existait au fond ce qu'on appelait à l'époque la Cour de justice de la République. Et sans entrer dans le détail parce que je ne connais pas bien cette matière, donc je ne veux pas prendre de position certaine, mais il n'y a pas
ce genre de choses. Donc l'idée, c'est un ministre est responsable civilement et pénalement pour tout ce qu'il commet en dehors de son office. Donc, par exemple, si un ministre tue sa femme, en principe, là, il reste responsable, évidemment, et il peut être poursuivi. Par contre, si on décide, par exemple, un exemple, que la décision qui consiste à lever toutes les mesures sans tenir compte éventuellement des personnes qui ont des comorbidités, qui sont immunodéprimées, c'est de la non-assistance à personne en danger. Alors là, très potentiellement en Belgique, je ne pense pas qu'on puisse poursuivre le ministre personnellement pour ce genre d'infraction. Mais on pourra poursuivre la responsabilité de l'État en tant que tel. Alors s'agissant effectivement de ces politiques qui sont tout à fait contraires, donc on peut dire en guise de boutade que, au fond, grâce à M. Poutine, le Covid est beaucoup moins dangereux depuis quelques semaines qu'il ne l'était auparavant. Alors oui, à nouveau, il y a cette idée-là, mais il y a cette idée vraiment qui veut dire, alors que tout est à faire, ou tout serait à faire, parce que c'est ça au fond qui a été le cas pendant longtemps, tout serait à faire de responsabilité individuelle. En gros, tout tient à ce que vous portiez une masque, à ce que vous soyez dans le respect des gestes barrières. Au fond, l'État, tel qu'il s'est présenté à nous, est un État extrêmement, travaillé par une vision néolibérale de la société, où effectivement tout tient fondamentalement à notre bon vouloir individuel. C'est de nous que dépend, en tout état de cause, la réussite ou le ratage d'une politique sanitaire. Or, je prends un exemple, j'avais anticipé la troisième question, notamment sur la loi pandémie. La loi pandémie, dont je dirais, comme tu l'as dit à juste titre, qu'elle n'a pas changé grand-chose sur le fond, mais la loi pandémie est soumise à un certain nombre de critères. Pour déclencher une situation d'urgence épidémique, il faut un certain nombre de critères. Et parmi les critères qui sont indiqués pour déclencher une situation d'urgence épidémique, il y a effectivement le risque de saturation des capacités hospitalières. Or, effectivement, ces capacités hospitalières ont quand même subi une politique d'austérité depuis très longtemps. Et donc, en vérité, ça revient au fond à ce que l'État, qui a tenu une politique d'austérité qui fait que les capacités hospitalières deviennent de moins en moins résistantes, dit à un moment donné, puisque les capacités hospitalières sont en train d'être saturées, en réalité, par la faute de l'État ou par la faute des gouvernements successifs, alors maintenant, c'est vous qui, par des mesures individuelles, allez devoir souffrir les conséquences de cette politique. Donc au fond, encore une fois, le fait de dire au fond, si les immunodéprimés sont oubliés, c'est à cause du fait que les non-immunodéprimés ne vont plus porter de masque, etc., c'est une façon de rejeter la responsabilité sur des individus, alors qu'il pourrait y avoir, il y avait dans des rassemblés beaucoup plus, des politiques de santé publique qui tiennent compte d'un certain nombre de choses et qui puissent éventuellement permettre à la fois ou en même temps, comme dit Macron, d'avoir une politique où, au fond, les gens puissent vivre normalement et où, en même temps, les personnes les plus fragiles puissent être accueillies, traitées, protégées. Mais évidemment, ça suppose une politique collective de santé publique, une solidarité. Or, ici, on est toujours dans l'État réduit constamment les capacités hospitalières, et puis, évidemment, c'est un des critères pour déclencher une situation d'urgence épidémique, où on dit aux gens, et maintenant, portez les masques, vous faites ceci, vous faites cela, parce que sinon, c'est votre faute si ça ne va pas. Donc là, il y a vraiment un gros problème. Il y a vraiment un côté judéo-chrétien, où on culpabilise les gens pour la santé des autres, mais on ne les responsabilise pas pour leur propre santé à eux. Donc on va accepter que les gens soient pleins de comorbidités, etc., dans le temps normal, mais soudain, avec ce résultat, on culpabilise les jeunes voilà. Donc c'est vraiment un côté de culpabilisation d'un côté et de manque de responsabilisation de l'autre. Oui, et des outils de prévention dont l'État, par exemple, à tous les systèmes d'aération. Je veux dire, on sait que c'est un outil majeur, que l'air soit renouvelé. Exactement. Il faut que il y a des alternatives. Et puis, parmi les alternatives, il y a le renforcement du système de santé. J'étais en Guinée pour l'OMS en pleine épidémie d'Ebola. Là, je vous assure bien, tout le monde avait peur, tout le monde faisait bien attention à se laver les mains, parce que il faut arrêter de croire que les gens sont complètement stupides et veulent tuer leur grand-mère et mourir eux-mêmes.
les gens sont très capables de juger du danger. Et la première chose qu'on a fait, c'est renforcer le système et renforcer la confiance de la population dans le système. Donc, des alternatives, il y en a. Il y a la prise en charge en première ligne, il y a des démarches de prévention des comorbidités, des démarches de promotion générale de la santé. Ça, on ne fait pas. Et je pense que c'est peut-être lié effectivement à ce que je disais tout à l'heure, c'est d'aller au fond, et c'est un des problèmes aussi récurrents, y compris dans une démocratie, et justement qui demandait à réfléchir sur les structures démocratiques, c'est que malheureusement, de plus en plus, l'homme politique moyen, il pense à la prochaine échéance électorale. Et donc il pense dans l'instant et en permanence dans l'instant. Hors des questions comme la ventilation ou comme des politiques à long cours sur une meilleure prise en charge de la santé des individus, etc., c'est quelque chose dont les résultats ne se voient pas immédiatement, ou dont on ne peut pas se faire la promotion immédiatement. Vous les regardez comme moi, ministre, j'ai fait beaucoup de choses en peu de temps. Et c'est bien ça le problème, c'est que nous sommes dans une démocratie où l'agitation permanente tient lieu d'action. Et ça, c'est un vrai problème. Pour la loi pandémie, oui, en effet, c'est juste le problème de la base légale qui est résolue, et pas du tout la façon que parfois le gouvernement a, sur la base une fois que la situation d'urgence épidémique est déclarée, que le Parlement l'a confirmé, au fond, le Parlement ne contrôle plus rien. Donc le gouvernement fait ce qu'il veut. Et qu'est-ce qu'il fait? Comme il a toujours fait, parfois il utilise un bazooka pour tuer une mouche. Et alors on se dit, ah, c'est disproportionné. Mais donc il n'y a pas de garde-fou parlementaire sur les mesures. Le garde-fou n'existe que sur la situation d'urgence épidémique. Je crois qu'il y avait... Il y a une question en ligne de Rebecca Cardelli. Donc vous pouvez... Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Je voulais remercier les deux orateurs. J'ai deux questions, une pour Monsieur Thirion et une pour Madame Paul. Monsieur Thirion, je voulais réagir par rapport à votre conclusion pessimiste sur l'avenir de notre démocratie. Ne pensez-vous pas justement que malgré la volonté du gouvernement d'infantiliser les citoyens, de les maintenir, on l'a vu, dans un rôle de spectateurs ou parfois pire de petits soldats dénonçant leurs voisins, qu'une partie de la population a quand même traduit en action sa volonté de participer, quoi qu'il en coûte, à cette gestion de la crise. Et je trouve que ça souligne tout de même que l'intelligence collective n'est pas morte, même si, comme vous le dites, la démocratie dans notre pays, et pas seulement dans notre pays, dans son fonctionnement en tout cas, elle est malade. L'exemple aussi des inondations et de la réaction de la population aux inondations me semble parlante et en tout cas donner de l'espoir par rapport à l'avenir de notre démocratie. Alors, oui. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Alors, je vais poser ma question à Madame Paul, comme ça ensuite je vous laisserai la parole. Ne pensez-vous pas, en tant que scientifique, que la gestion de la crise, comme vous l'avez souligné dans votre PowerPoint, montre aussi qu'il y a un écart grandissant entre experts, en tout cas ceux désignés comme tels par le politique, et les citoyens qui sont finalement considérés comme des individus n'ayant aucun savoir, aucune expérience. Or, vous l'avez souligné très bien à quel point les acteurs de terrain et les individus peuvent aussi participer à la mise en œuvre de politiques en matière de santé efficaces et en adéquation justement dans une résolution des problèmes. Alors justement par rapport à ça, vous avez parlé l'un et l'autre de la responsabilité de nos hommes politiques, mais moi en tant que scientifique, je me dis, n'avons-nous pas également, dans le cadre de la gestion de cette crise, une responsabilité dans cette omniprésence également médiatique, mais aussi dans la manière dont nous continuons aujourd'hui trop souvent à construire des savoirs de manière trop souvent, en tout cas je trouve, séparée du terrain, de l'expérience et d'autres formes de savoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Effectivement, je vais répondre à votre question concernant la possibilité d'un rebond lié notamment au fait qu'une partie de la population
a quand même réagi à un certain nombre d'excès. Alors évidemment, c'est vrai que je pourrais vous rejoindre, je vous rejoins en partie, mais alors il ne faut pas rater le coche, c'est-à-dire que je crains, moi, un peu, avec le fait d'une actualité qui est constamment présentée sous des dehors très radicaux, très binaires, très manichéens, et avec évidemment l'actualité brûlante de l'Ukraine, qu'on tourne un peu vite la page de la gestion de la crise sanitaire et notamment des atteintes multiples aux droits fondamentaux et aux mécanismes démocratiques. Et ce que je crois qu'il est très important de faire, et c'est aussi la place des sciences sociales en particulier, c'est d'essayer de maintenir vif le débat à venir. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que, maintenant que tout va bien, que désormais tout est présenté comme « regardez, c'est la libération, on est très bien », qu'on tourne la page sans que soit justement creuser les questions de l'affaissement démocratique et justement que cet affaissement soit mis en relation avec des phénomènes antérieurs. Par exemple, que le Parlement ait été désormais plutôt un rassemblement de presse-boutons qu'un vrai lieu de délibération, ça ne date évidemment pas de la crise Covid. La crise Covid a, d'une certaine façon, a montré de façon spectaculaire des dérives qui existaient déjà avant. Et je pense que nous serions vraiment, en tant que contemporains, nous serions vraiment très critiquables si nous décidions de ne pas regarder, au fond, ce qui s'est passé, c'est-à-dire, au fond, de fermer les yeux sur ces phénomènes-là. Et donc, ce que j'espère, c'est qu'effectivement, au-delà des manifestations, il y ait partout, mais y compris dans les lieux de savoir comme l'université, qu'il y ait des débats, des discussions, des échanges, avec les étudiants en particulier, mais avec des personnes venues de l'extérieur, sur précisément ce qui coince dans la machine démocratique actuelle, ce qui ne va pas. Et peut-être alors d'être, à un moment donné, une force de proposition pour redonner un peu de sang neuf et un peu de vitalité à un jeu démocratique dont nous avons vu, grâce ou à cause du Covid, combien il était affaibli. Et je pense que l'objectif des mois à venir, ou des années à venir, c'est d'essayer de se dire, ne nous en tenons pas à la déploration de ce qui s'est passé, mais voyons qu'il est possible de faire dans l'avenir, après avoir fait le bilan de cette affaire. Donc, ne baissons pas la garde en disant, maintenant que tout est revenu presque à la normale, abandonnons le débat et réjouissons-nous, mais continuons d'insister sur la nécessité de faire le bilan de ce qui s'est passé. Et les citoyens y prendront évidemment, doivent y prendre une part majeure. Et merci beaucoup pour votre question. Hein. Vous parlez d'écart entre experts et citoyens. Donc, moi, je voudrais dire deux choses. D'une part, que je pense que les politiciens se sont souvent cachés derrière, retranchés derrière les experts, en disant que c'est les experts qui ont vigueur. Et les experts, aussi certains experts médiatiques, ont fait aussi comme si c'était eux qui étaient à la manœuvre. Or, c'est complètement faux, comme je l'ai expliqué dans ma brève introduction tout à l'heure, discussion. La science n'est pas neutre, le choix des experts n'est pas neutre. Et finalement, la décision sera de toute façon politique, parce que si vous prenez certains experts dans certaines spécialisations, vous n'aurez pas les mêmes conseils que si vous prenez d'autres experts. C'était donc la première chose. Ce n'est pas les experts qui décident. In fine, la décision, elle ne peut être que politique. Même si le gouvernement et les experts essayent de faire croire autrement. Deuxième chose, il y a vraiment un gros problème au niveau de ces experts, parce que plus vous êtes expert, plus vous êtes spécialisé. Et plus vous êtes spécialisé, moins vous connaissez les autres choses, et plus vous avez des limites épistémiques. D'où l'importance cruciale d'avoir une approche multidisciplinaire et un dialogue organisé, ce qui n'a pas eu lieu. On en parlait avec Nicolas dans le train tout à l'heure. La plupart des experts, des scientifiques, de nos collègues à l'université n'ont aucune notion d'épistémologie. Ils ne connaissent pas les limites de leur science et ils ne connaissent pas les limites de leur approche, de leur méthodologie, si vous voulez. Et il y a une certaine supériorité de la part des sciences dites dures sur les sciences dites molles.
Ces gens des sciences dures sont persuadés de détenir la vérité, alors que leurs méthodes expérimentales ne sont absolument pas adaptées à l'approche des systèmes complexes. Même en médecine, on valorise l'evidence-based medicine. En politique publique, on valorise les essais contrôlés randomisés qui répliquent en fait les essais cliniques. Et c'est pas adapté, ce ne sont pas des méthodes qui sont adaptées à l'évaluation de problèmes, de phénomènes complexes. Donc là, il y a vraiment un gros problème. Donc on va mobiliser des experts qui ne sont pas les bons en fait. On va essayer de modéliser, donc regardez comme on a été dépendant des modèles mathématiques sur l'évolution de la pandémie. Par définition, un phénomène complexe n'est pas prévu. On ne peut pas prédire son évolution parce qu'il y a des dynamiques internes qui dépendent, non pas de relation linéaire causale, mais de l'interaction entre les éléments du système. On n'a pas eu d'experts en système complexe mobilisés dans le cadre de la pandémie. On n'a pas écouté les experts qui venaient avec d'autres points de vue, des points de vue liés aux effets indirects des mesures. On s'est focalisé sur les effets directs. On n'a pas pris en compte les effets indirects. On n'a pas pris en compte les coûts. On n'a pas pris en compte les alternatives. Donc pour moi, le problème, il est plus vaste. On s'est retranché derrière quelques experts et on n'a pas suffisamment ouvert le dialogue et essayé d'aller au-delà de toutes les limites des disciplines individuelles. Ça me fait penser, et ça sera, on va clôturer, je vois qu'on a déjà dépassé l'heure de fin. C'est une excellente transition parce que ça me fait vraiment penser à notre première séance qui était autour de cette question-là. On avait invité Marie Gilbert, orateur principal, avec David Paternotte d'ailleurs, que tu as cité également, qui était discutant. On a vraiment beaucoup parlé de cette place des experts. Qui est expert, qui est considéré comme expert et pour qui et comment leur parole a été prise en compte ou pas, surtout ou pas d'ailleurs, dans cette gestion pandémique. Donc voilà, je renvoie à l'enregistrement de notre première séance pour celles et ceux qui sont intéressés. Et je clôture juste en annonçant la prochaine séance. Donc, aura lieu le 28 avril, également en comodal. On va faire du présentiel et à distance. Et donc, on accueillera Assina Sema, qui viendra nous présenter son rapport sur l'impact du Covid sur les inégalités entre les femmes et les hommes en Belgique, et qui sera discuté par Valérie Piette, qui est historienne ici chez nous, à l'ULB. Voilà, encore un grand merci et bonne fin de journée à toutes et tous. Je te laisse clôturer le Teams. Je ne respire pas.